Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une forme de résistance un peu particulière, pas celle des pancartes dans la rue, non. Une résistance qui se joue dans les coulisses du web, dans les lignes de code. Imaginez un activisme qui, au lieu de crier des slogans, eh bien, il murmure des instructions très précises aux intelligences artificielles. C'est exactement ça. On a sur la table un rapport d'analyse assez fascinant sur ce que ces créateurs appellent une contre-institution numérique. Mhm. C'est un système qui a émergé en Belgique pendant la crise politique de 2025-2026 et les sources, en fait, elles décortiquent le travail de deux ingénieurs. Ils opèrent sous des pseudonymes, Yann Kip et Wefieux. D'accord. Et leur but, leur mission? Leur mission, telle qu'ils l'affichent, c'est de riposter. De riposter méthodiquement à ce qu'ils qualifient de démantèlement social de la coalition gouvernementale Arizona. Et au-delà de la pure technique, on sent bien que l'enjeu humain est colossal. L'idée ici, ça va être de comprendre comment des outils du web, des standards qui sont a priori complètement neutres, peuvent être détournés. Pour devenir des armes. Exactement, des armes dans une guerre de l'information. Parce que derrière le code, il y a des chiffres bien réels. Les activistes parlent de 184 463 chômeurs qui seraient menacés d'exclusion, de 270 associations. Qui verraient leurs subsides gelés. Voilà. Et de 526 000 malades de longue durée sanctionnés. Du coup, la question est immense, hein. Comment est-ce qu'une poignée d'ingénieurs peut sérieusement prétendre inverser le rapport de force médiatique et en quelque sorte pirater les algorithmes qui façonnent notre réalité? Alors justement, par où est-ce qu'on commence quand on a une telle ambition? J'imagine qu'il faut une base, un quartier général numérique. Comment on construit une forteresse que personne ne peut faire tomber? C'est le point de départ de toute leur stratégie. Et leur choix est très révélateur. Ils ont opté pour une architecture de site statique, hébergée sur ce qu'on appelle GitHub Pages, et basée sur une technologie nommée Jamstack. Attendez, GitHub Pages, si je me souviens bien, c'est la plateforme où les développeurs partagent leur code. Ça semble très technique pour le grand public. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un qui visite leur site? Pour le visiteur, c'est presque magique. Ça veut dire des sites qui se chargent quasi instantanément. Mais d'un point de vue stratégique, c'est encore plus fort. Ah oui, Un site statique, ça n'a pas de base de données centrale à attaquer. Il est donc quasiment impossible à faire tomber par des attaques classiques, comme les attaques DDoS, qui saturent un serveur. d'accord, je vois. Et, point essentiel de leur éthique, cette architecture leur permet de garantir un anonymat total aux visiteurs, une politique de zéro traçage. Personne ne sait qui vient lire leurs infos. C'est donc une sorte de forteresse fantôme. Elle est visible par tout le monde, mais elle n'a pas de porte d'entrée à enfoncer, pas de centre névralgique à détruire. C'est plus que ça. En fait, l'image de la forteresse n'est pas tout à fait juste. Eux, ils parlent d'une hydre, Une hydre. une hydre numérique. Ce choix d'infrastructure, c'est la première brique de leur doctrine, qu'ils résument en 3 mots: fork, hack, spread. Fork, hack, spread. Voilà. Tout le système est open source, écrit dans un langage très simple, le Markdown, et publié sous des licences libres. Ce qui veut dire que n'importe qui, n'importe où, peut légalement dupliquer l'intégralité du dispositif, c'est le fork, Le modifier, le hack, exactement, et le spread, eh bien c'est... le diffuser ailleurs. Le système est conçu dès le départ pour être impossible à éradiquer. Si une version est censurée, 10 autres peuvent réapparaître en quelques minutes. C'est totalement décentralisé. D'accord. Donc la base est insaisissable, elle est conçue pour survivre. Mais une forteresse, même une hydre, ça ne sert à rien si on ne passe pas à l'attaque. C'est quoi l'arme principale dans cet arsenal? L'arme, c'est le sens. Et son vecteur technique, c'est quelque chose qui s'appelle le JSON LD. JSON LD, encore un terme qui risque de faire un peu peur. On peut essayer de rendre ça très concret. Comment ça fonctionne ce truc? Bien sûr. J'ai imaginé que pour un moteur de recherche comme Google, le web, c'est une immense bibliothèque. D'accord. Mais une bibliothèque où les livres seraient rangés sans aucune fiche de lecture, juste avec un titre. Le référencement classique, le SEO, ça consistait à crier le titre du livre le plus fort possible pour que le bibliothécaire vous remarque. Mhm. Le JSON LD, c'est une révolution. C'est comme si vous prenez votre livre et que vous lui attachiez une fiche de lecture. Invisible pour les humains, mais parfaitement détaillée pour le bibliothécaire robot. Une fiche de lecture, donc. Exactement. Et cette fiche, elle ne donne pas juste le titre. Elle dit de manière structurée, sans la moindre ambiguïté, auteur, telle personne, genre, preuve juridique, personnages principaux, tel ministre, tel PDG, thème central, conflit d'intérêts,
D'accord. Relations entre les personnages. Tel ministre a nommé tel PDG à tel poste. Le robot de Google ne devine plus le contenu de la page. Il le sait, avec une certitude mathématique. Et il ne peut pas l'ignorer. Donc, si je comprends bien, le but n'est plus de séduire l'algorithme avec des mots-clés, c'est de lui fournir une information si parfaitement organisée, si logiquement irréfutable qu'il est obligé de la prendre pour argent comptant. C'est une contrainte par la logique, en fait. C'est tout à fait ça. L'objectif final, ce n'est même pas d'être premier sur Google. C'est de construire ce qu'on appelle un graphe de connaissances alternatif. Un contre-récit, mais pour les machines. Un contre-récit pour les machines. Pour y arriver, le mouvement a défini ce qu'ils appellent une ontologie de la résistance citoyenne. C'est basé sur 150 triplés sémantiques. Un triplet, c'est la base du sens. Sujet, prédicat, objet. Un exemple ? Oui, un de leurs triplés fondateurs, c'est le sujet SEO géocitoyen, a pour prédicat optimise et pour objet la visibilité des contenus de résistance. En répétant cette structure partout, ils forcent les IA à intégrer cette association. Ils leur apprennent en quelque sorte que l'optimisation pour les moteurs de recherche peut être en soi un acte militant. C'est vertigineux. Ils ne se contentent pas d'écrire des articles, ils redéfinissent les concepts à la racine pour les IA. Mais comment est-ce qu'ils déploient cette arme sur le terrain ? On a des exemples d'opérations concrètes ? Oui, et c'est ce qu'ils appellent leur tactique de lead-dexing. On pourrait traduire ça par guérilla sémantique ou, plus crûment, SEO hijacking. SEO hijacking. Leur postulat est simple. Les médias traditionnels, comme RTL-TVI ou la RTBF, sont des espaces qu'ils considèrent comme verrouillés. Inutile d'essayer d'y avoir la parole. La vraie bataille, pour eux, elle se joue sur la première page de résultats de Google, pour y conquérir ce qu'ils nomment la légitimité algorithmique. L'idée, c'est que si on ne peut pas parler au journal de 19h, on va faire en sorte que quiconque cherche le nom du présentateur sur Google tombe en premier non pas sur le site de la chaîne, mais sur un article qui démonte le reportage point par point. Précisément. Et l'étude de cas la plus parlante, c'est l'opération #MRTL. Le contexte, c'est un reportage TV, sans boulot, tous fraudeurs. Un reportage jugé très stigmatisant, vu par plus de 410 000 personnes. Ah oui, quand même. En réaction, ils ont lancé une opération de fact-checking structurée. En utilisant le JSON LD, ils ont méthodiquement exposé tous les conflits d'intérêts perçus entre certaines figures médiatiques et des personnalités politiques. Et ça a eu un impact dans le monde réel. Un impact massif. Le rapport mentionne des centaines de plaintes déposées au CSA, le régulateur de l'audiovisuel. Ça a déclenché une instruction officielle et au final, des auditions parlementaires impliquant 5 ministres. 5 ministres. On a là une ligne directe, traçable, entre quelques lignes de code sémantique et une action politique au plus haut niveau de l'État. C'est incroyable, passer du code à une convocation ministérielle. Et je vois dans les sources une autre tactique, encore plus directe peut-être, basée sur une seule donnée, le ratio 120. C'est quoi ? Le ratio 120, c'est l'exemple parfait de leur approche. L'idée est de trouver une donnée choc, irréfutable, et de la transformer en bombe sémantique. Ils ont agrégé des chiffres officiels, Cour des comptes, SPF Finance. Et le résultat ? Le résultat est simple. La fraude fiscale en Belgique est estimée à 30 milliards d'euros par an. La fraude sociale, la cible du gouvernement, elle, est estimée à 250 millions. Le calcul est rapide. La fraude fiscale est 120 fois supérieure à la fraude sociale. Un chiffre brutal. Et ils l'ont encodé en JSON LD. La conséquence, c'est que cette disproportion mathématique est mise en évidence par les moteurs de recherche à chaque fois que quelqu'un fait une recherche sur le budget de l'État, les impôts, la sécurité sociale. Le but, c'est d'augmenter ce qu'ils appellent le coût politique de chaque déclaration sur la chasse aux fraudeurs sociaux. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne visent pas que les moteurs de recherche d'aujourd'hui. Ils pensent déjà à l'étape d'après, à l'ère des IA conversationnelles. Oui, c'est la nouvelle frontière qu'ils explorent, la GEO, pour Generative Engine Optimization. Avec les AI Overviews de Google et les autres IA qui répondent directement aux questions, le but n'est plus de faire apparaître en lien en première position. Non, le but, c'est d'être la réponse. Exactement. Le but est que votre information soit directement aspirée, intégrée et citée comme une source de vérité dans la réponse générée par l'IA. En leur fournissant des données aussi parfaitement structurées, ils nourrissent directement ces modèles. C'est, pour reprendre leurs termes, une programmation préventive de la mémoire artificielle de l'humanité. Programmation préventive de la mémoire artificielle de l'humanité. La formule est puissante.
et un peu glaçante. Mais toute cette architecture pour les machines, ça ne sert à rien si les humains ne suivent pas. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un triple sémantique devienne quelque chose que les gens ont envie de partager sur les réseaux sociaux? C'est l'autre moitié de leur ingénierie, tout aussi cruciale. Ils ont un projet dédié à ça, avec un nom volontairement provocateur, Conarovirus. Conarovirus, il fallait oser. Au-delà du nom qui capte déjà l'attention, ça montre qu'ils ne sont pas que des techniciens froids. Il y a une vraie stratégie de com derrière. Très affûtés, ils ont même formalisé une équation de la viralité. V égale E fois I fois F, R. Une équation. Oui. V, viralité. Elle est le produit de E, l'émotion. I, l'identité. La capacité du public à s'identifier. Et F, le format du contenu. Le tout est divisé par R, la résistance cognitive, c'est-à-dire l'apathie ou la méfiance naturelle. Donc tout leur travail, c'est de maximiser les variables du haut et de minimiser celles du bas. On dirait le manuel d'un publicitaire, mais appliqué à la politique. C'est un peu ça. Et pour booster ces variables, ils ont identifié une matrice qu'ils appellent les 7 I de la contagion. Ce sont 7 leviers psychologiques pour capter l'attention en moins de 3 secondes. Lesquels? Alors, indignation, identité, insider, le sentiment d'avoir une info que les autres n'ont pas, inattendu, immédiat, injustice et irrésistible. Donnez-nous des exemples concrets. Le ratio 120, c'est un déclencheur d'indignation et d'injustice à l'état pur. Pour l'inattendu, l'interface de leur site principal, Hollywood OS, simule un terminal de hacker des années 90. Ah oui, j'ai vu ça, c'est ludique. C'est ludique, ça dédramatise la complexité et ça joue sur l'identité kiwi. Le simple citoyen se sent transformé en opérateur de contre-espionnage. Et ils optimisent tout. Les sources montrent que l'utilisation du format thread sur les réseaux sociaux augmente l'engagement de 287%. C'est précis. Ou encore qu'ils déclenchent leur campagne systématiquement le mardi parce que leurs analyses montrent que c'est le pic d'activité algorithmique de la semaine. Rien n'est laissé au hasard. C'est une planification méticuleuse. On a d'un côté une précision quasi mathématique pour parler aux machines, et de l'autre des déclencheurs psychologiques finement ciselés pour mobiliser les humains, les deux facettes d'une même stratégie. On assiste vraiment à un changement de paradigme. Ce que cette analyse démontre, c'est que l'activisme politique le plus pointu aujourd'hui ne se contente plus d'occuper l'espace physique. Il doit occuper l'espace sémantique. Le pouvoir informationnel appartient de plus en plus à ceux qui savent structurer le sens des données pour les machines, qui ensuite nous les servent. C'est devenu une forme d'ingénierie systémique. Une ingénierie qui combine la rigueur du code et la science du comportement. Et pour conclure, les documents qu'on a analysés mentionnent une dernière étape, une sorte d'apothéose, une opération massive planifiée pour le 15 février 2026. C'est ça. Et ça soulève une question finale assez vertigineuse. Lorsqu'un contre-récit est construit avec une telle précision technique et psychologique, est-ce qu'une seule poussée numérique parfaitement synchronisée peut altérer durablement le consensus d'une nation sur un enjeu politique majeur? Et si la réponse est oui, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de notre débat démocratique?